Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer les secrets d'Agrabah à Adventureland. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, c'est gratuit, c'est en barre d'infos. On parle de tout, de l'actualité des parcs Disney, des secrets, des projets abandonnés, de la conception, etc., etc. Alors si vous êtes passionné, c'est l'endroit idéal pour venir discuter. Donc, Agrabah à Disneyland Paris, c'est parti, on va voir tous les petits secrets de ce lieu qui est donc à Adventureland et qui est à l'entrée du land, juste à gauche du château de la Belle au Bois dormant. C'est vraiment la toute première partie d'Adventureland. Alors pour beaucoup il s'agit d'Agrabah et c'est vrai que c'est totalement logique. Ceci dit, ça n'a pas toujours été Agrabah, puisqu'à la base il s'agissait d'une représentation fantasmée, imagée des pays du Maghreb, notamment le Maroc, et surtout des contes des mille et une nuits. Il était important pour les Imagineers de mettre en avant des chefs-d'œuvre de la littérature à travers les différents lands du parc Disneyland. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, mais pourtant c'est le cas, et c'était les mille et une nuits qui étaient donc choisis pour cette entrée d'Adventureland. Alors, deux choses étaient importantes du coup, à la fois concilier un côté très enchanteur, très fantaisiste, et un côté plus culturel, plus réaliste. Alors pour le côté enchanteur, les contes des mille et nuits obligent, on a plein de références justement à ce thème, à commencer par les toitures justement de l'Adventureland Bazaar, de toute l'entrée d'Adventureland, où on a des petites girouettes qui sont en réalité, qui représentent les personnages principaux des contes des mille et une nuits. On a des fresques, notamment le génie que l'on voit pas loin de l'Agrabah Café, mais il y en a d'autres, avec des petits textes qui les accompagnent, qui sont tirés là aussi des contes des mille et une nuits. On a plein de détails, notamment cet œuf gigantesque que vous avez probablement déjà vu sur les toits d'Adventureland, qui fait référence à Simbad le marin, à ce fameux gros oiseau que l'on peut trouver dans le conte. Et puis il y a toute la partie culturelle, à commencer par l'architecture. Il faut savoir que l'architecture s'inspire des palais un petit peu comme ça qu'on peut trouver au Maroc, notamment aussi de la Médina. Disney ayant déjà travaillé étroitement avec le gouvernement marocain à l'époque pour créer le pavillon d'Epcot, justement, le pavillon marocain d'Epcot, qui va servir fortement d'inspiration pour cette entrée à Disneyland Paris, avec un côté, comme je disais, un peu plus fantaisiste. Les toits, justement, on a des coupoles, on a tout un tas d'éléments qui vont nous rappeler justement le Maroc, et il faut savoir que la réalisation elle est totalement authentique, comme on l'aurait réalisé réellement sur place. Donc ça c'est ça qui est très important. On a aussi tout ce qui est mosaïque qui va nous rappeler un petit peu la culture mauresque, et puis à l'entrée justement du land, sous le porche en fait, on a un énorme lustre, superbe lustre, qui est en fait une réplique de celui qu'il y avait dans le palais du roi Hassan II au Maroc. Le lustre a été donné par le roi Hassan II, ici c'est une réplique, puisqu'il y a eu un petit accident, il y a pas mal d'années maintenant, un camion a heurté le lustre, mais voilà, il s'agit d'une réplique, à la base il y avait le vrai. Il y avait aussi une belle petite fontaine mauresque d'ailleurs qu'on pouvait trouver, qui provenait aussi du palais. Donc ça c'est très important. Le passage enchanté d'Aladin aussi regorge d'objets que les Imagineers ont chiné en fait directement à la Médina, en expliquant qu'ils créaient un parc Disney, et les vendeurs donnaient volontiers justement quelques objets qui étaient vendus à la base là-bas. Et on trouve aussi une magnifique vitrail, vraiment sublime vitrail, qui en réalité provient là aussi du palais du roi Hassan II, ainsi que la fontaine juste en dessous. Donc comme quoi la culture est bel et bien présente avec un grand C. Mais le point vraiment très important de ce lieu, c'était l'énorme bazar que l'on pouvait trouver dans les années 90, un bazar où on avait tout simplement des artisans qui, sur différentes boutiques, justement, fabriquaient des produits qui étaient après vendus. Et c'était en fait créé d'une manière vraiment relativement authentique, puisqu'on pouvait déambuler dans des petites ruelles avec ces artisans qui vraiment fabriquaient à même le sol. On pouvait chiner. C'était vraiment la Médina version Disney, version fantasme, qui était présentée. Les voyages n'étaient pas forcément très fréquents à l'époque, enfin moins fréquents et moins accessibles, donc c'était vraiment un moyen de se dépayser complètement. Donc voilà, on avait beaucoup d'artisans, c'était des boutiques qui étaient vraiment exclusives en fait à Disneyland Paris, et même la boutique juste en face, qui aujourd'hui qui est la Girafe Curieuse, vendait des produits un peu plus en rapport avec l'Afrique du Sud, notamment des tam-tams ou encore des sculptures en bois, notamment d'animaux, mais tout était vraiment réalisé avec les méthodes locales, les techniques artistiques et artisanales locales.
Donc ça c'était vraiment un point très important. Et puis le passage enchanté d'Aladin, avant c'était un petit passage qui était lié au bazar et qui présentait une exposition de bijoux voilà, en lien avec des bijoux authentiques que l'on pouvait trouver également là-bas dans les pays du Maroc. Donc c'était une manière de montrer un petit peu quelques rares diamants, on va dire, justement venus de ces pays. Alors évidemment, dans les années 90, il y a eu, on va dire, entre guillemets, des problèmes financiers, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur un petit peu le destin tragique de Disneyland Paris. Et ça tombait bien que cette zone existait, puisque du coup, ça a permis de la transformer en zone sur Aladin. Et on a commencé, évidemment, avec le passage enchanté d'Aladin. Alors, le passage enchanté d'Aladin, ce sont en fait des dioramas que l'on visite, c'est-à-dire des petites vitrines qui vont raconter l'histoire vraiment d'Aladin, mais de manière assez intéressante, puisque ici chaque scène va être en fait conçue comme une scène de Dark Ride normale. Donc c'est-à-dire que faut s'imaginer que les Imagineers, quand ils ont conçu cette scène, c'est un petit peu comme si en fait ils avaient conçu Blanche-Neige et les 7 nains ou Pinocchio, voilà, c'est avec le même sens du détail. Et ici tout est raconté, c'est-à-dire que les scènes sont suffisamment importantes et surtout compréhensives pour que justement celui qui n'a pas vraiment vu l'histoire d'Aladin version Disney puisse totalement comprendre ce dont il s'agit. Donc c'est plutôt bien trouvé, et vraiment c'est un lieu qui est très très agréable et qui est relativement bien réalisé. On a un vrai sens du détail, comme je disais. On a même en fait une maquette d'Agrabah. Il faut savoir que la maquette d'Agrabah que l'on voit au début avec Aladin, c'est en fait une maquette qui avait été utilisée justement par les animateurs du studio qu'on a là, donc qui avaient justement recréé Agrabah. Également on trouve un audio animatronique dans ce passage enchanté d'Aladin, et oui, bon, très simple, hein, vraiment très très simple et à toute petite échelle, puisqu'il s'agit du génie dans la scène justement où on voit le génie apparaître un petit peu de manière fantomatique, parce qu'il s'agit ici d'une projection en fait d'un animatronique qui est caché. C'est un petit peu la technique du Ghost de Pepper que l'on voit notamment dans Phantom Manor, dans la scène de bal, la fameuse salle de bal avec les fantômes. Voilà, on a la même chose ici. Alors les fresques du génie que l'on voit dans ce passage enchanté d'Aladin ont été faits à la main, et c'est vrai que les Imagineers, les artistes peintres ont eu beaucoup de mal parce qu'ils gelaient à l'époque et la peinture s'écaillait, et évidemment pour éviter ça ils ont mis beaucoup de chauffage dans ce passage enchanté d'Aladin. Ils avaient extrêmement chaud, mais au moins ils pouvaient peindre tranquillement. Finalement ça n'a pas toujours été si simple. Je reviens juste avant parce que j'allais l'oublier, justement devant l'entrée d'Adventureland. Enfin, au niveau de l'entrée d'Adventureland, on a une très très belle mosaïque, et sur cette mosaïque, on a deux choses intéressantes. La première, on a à un moment donné le symbole du compas. C'est tout simplement le symbole de True Life's Adventures. Et True Life's Adventures, c'est ce qui a inspiré Adventureland. C'était une émission que Walt Disney produisait. Walt Disney qui était passionné par finalement les animaux et les contrées un petit peu lointaines, et il produisait cette émission qui avait donc ce symbole et qui a plus tard permis de créer Adventureland, et qui a inspiré notamment en partie Jungle Cruise, etc. Et puis autre chose, on voit les lettres de WDI pour Walt Disney Imagineering. Bon, ça c'est pas trop un secret énorme, mais c'est toujours sympa de voir que c'est vraiment caché dans le détail en fait. C'est vraiment, la réalisation est superbe. Et puis évidemment, on va passer du côté de l'Agrabah qui reprend donc l'ancien bazar dont je vous ai parlé. Et là, c'est un lieu extrêmement dépaysant pour les visiteurs. Et on a en réalité ici plusieurs salles. On a par exemple une salle avec des tapis authentiques. Et quand on regarde, on a un plafond avec du treillis de bambou, et qui a été réalisé là aussi d'une manière totalement authentique, artisanale, comme l'auraient fait les artisans de là-bas. Donc c'est ça qui est génial. On a une pièce aussi qui présente, qui était l'ancienne pièce de la Reine des Serpents, qui présente une très très belle œuvre d'art. C'est un serpent qui a été réalisé de manière totalement à la main avec du bois d'acajou, donc c'est vraiment superbe. Perdez-vous dans le Agrabah parce qu'il y a plusieurs pièces. C'est pareil, il y a une pièce extérieure avec un toit de verre, mais qui est vraiment caché, ce qui fait qu'on a l'impression d'être vraiment dehors, et ça fonctionne juste à la perfection. On a la salle des fontaines avec tout un tas de fontaines mauresques réalisées là aussi de manière
totalement superbe. Tout a été réalisé à la main, c'est absolument somptueux. On a aussi une salle un petit peu à part au fond qui est réalisée avec des teintures superbes, colorées, ont été faites aussi à la main. On a de magnifiques tapis berbères d'ailleurs dans cette salle. Là aussi c'est à voir et à revoir. On a aussi une salle avec des babouches qui proviennent de là-bas, et tout un tas d'objets divers et variés, de la mosaïque, des bibelots, des objets qui soit étaient à la base des objets artisanaux fabriqués dans le bazar, soit tout simplement des objets venus tout droit du Maroc et de manière générale des pays du Maghreb. Donc c'est un lieu exceptionnel, le Agrabah Café, que je vous recommande de visiter et même d'y manger parce qu'en plus c'est délicieux. Voilà, donc il y a plein d'objets comme ça authentiques, et on termine la visite de ce lieu avec la petite photolocation sur Aladdin qui a été réalisée en 2011. Ça s'inspire en fait, avec la lampe notamment, et ça s'inspire en fait de la scène où on voit le génie au début qui essaye de vendre tout un tas d'objets, le génie qui est donc déguisé en vieillard. Et donc voilà, c'est ce qui est recréé ici. Il y a des senteurs, enfin il y avait des senteurs, et c'est pareil, c'est fait vraiment avec un souci du détail, et beaucoup d'objets ont été réutilisés ici qui étaient aussi dans l'ancien bazar. Donc voilà pour ce lieu absolument fantastique qui est l'Agrabah de Disneyland Paris. J'espère que ce voyage vous aura un petit peu dépaysé et vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut.